Il a une guerre silencieuse qui se déroule à l'intérieur de la plupart d'entre nous, non pas parce que c'est imaginaire, mais parce que nous sommes habitués. Nous nous réveillons épuisés, nous faisons les mouvements, nous luttons pour ressentir quelque chose de réel. Nous bléchons le travail, nos téléphones, le chaos autour de nous, mais au fond, nous savons que ce n'est pas juste là-bas, quelque chose en nous est déséquilibré. Et non, vous n'êtes pas paresseux ou cassé, vous êtes juste fatigué d'une manière que le repos seul ne réglera pas. Mais la réponse n'est pas plus de bruit ou plus d'agitation, c'est de retourner à ce qui vous ancrera vraiment. De simples habitudes intentionnelles qui restaureront votre concentration, votre énergie, votre sens de soi. C'est ce que nous entrons aujourd'hui, 10 façons puissantes de vous reconnecter à votre centre et de réinitialiser votre vie de l'intérieur. Ce ne sont pas des tendances, ce sont des pratiques intemporelles ancrées dans la sagesse stoïque et appuyées sur l'expérience de la vie réelle. Marcus Aurèle a dit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs ». Aujourd'hui nous reprenons ce pouvoir et si ce message vous parle, faites-moi une petite faveur, appuyez sur le bouton. S'abonner c'est gratuit, et cela nous aide à continuer à développer cet espace de vraie transformation. Commençons là où la force commence à l'intérieur. Mettons fin à la guerre silencieuse. Certains jours, même sortir du lit ressemble à une bataille, non pas parce que vous êtes paresseux, mais parce que quelque chose d'invisible semble lourd. C'est comme si vos pensées étaient coincées dans de la mélasse et chaque petite tâche prend le double d'énergie. Cette lenteur n'est pas seulement dans votre esprit, elle est aussi dans votre corps. Et quand vous êtes pris dans cet espace, la dernière chose que vous avez envie de faire est de bouger. Mais ironiquement, c'est à ce moment que le mouvement devient le médicament dont vous avez le plus besoin. Il n'a pas besoin d'être intense. Personne ne vous demande d'aller à la salle de sport pendant 1 heure ou de courir un marathon. Il ne s'agit pas sculpter votre corps, mais vous reconnecter à lui. Il s'agit comprendre que le mouvement, tout mouvement n'est pas seulement physique, c'est chimique. Il recable votre cerveau, ouvre l'espace mental et commence à dissiper ce brouillard émotionnel dans lequel vous vivez. En fait, une simple activité physique est l'un des moyens les plus directs d'augmenter la dopamine, le produit chimique même qui suscite la motivation et la joie. Pensez une seconde que votre corps n'est pas une machine qui transporte simplement votre cerveau, c'est votre expérience. Il stocke le stress, la tension et même les souvenirs. Carl Jung a dit un jour, ce à quoi vous résistez persiste, et quand vous résistez au moment, surtout dans les moments défavorables, vous vous accrochez en fait à des blocages émotionnels que votre corps supplie de se libérer. Le mouvement est une façon dont votre système nerveux dit « Je suis prêt à lâcher prise maintenant, éliminons la pression ». Le mouvement ne signifie pas performance. Il n'a pas besoin d'un plan, d'une playlist ou d'un tracker de fitness. Cela peut être vous faisant les centres pieds nus sur votre porche pendant que le soleil se lève. Cela peut être d'étirer vos bras au-dessus de votre tête pendant que votre café infuse. Cela peut même être en train de danser mal. Dans votre cuisine pendant que votre chanson préférée joue. Le but n'est pas la perfection, c'est la présence, c'est la permission de changer votre état non pas en pensant pour vous en sortir, mais en vous cheminant à travers. Aristote croyait que le mouvement et la vie étaient indésurés. La vie est mouvement. Il a dit qu'il ne parlait pas de routine cardio, il pointait du poing sur une vérité fondamentale. Quand nous arrêtons de bouger, nous arrêtons de grandir, nous devons stagnant. Émotionnellement, mentalement encombré, spirituellement fatigué, alors quand vous vous sentez coincé, ne restez pas assis, avec le coincement bougez, avec elle laissez le corps vous guider. Pour une fois l'esprit suivra, et ce n'est pas seulement de la philosophie, c'est appuyé par la science dure. Quand vous bougez, votre cerveau libère une cascade de substances chimiques, pas seulement de la dopamine, mais de la sérotonine, de la norépinéphrine et des endorphines. C'est comme si vous activiez les disjoncteurs de votre maison émotionnelle. Les choses commencent à circuler à nouveau, vous commencez à penser plus clairement, vous respirez plus pleinement, le monde s'adoucit, son emprise même. Les stoïques, qui sont souvent mal compris comme sans émotion, étaient profondément conscients de ce lien cléant. L'un des premiers stoïques était un travailleur manuel la nuit et un philosophe le jour. Il croyait en la discipline du travail physique comme un moyen d'aiguiser l'esprit. Le corps n'était pas une distraction, c'était une passerelle. Le mouvement n'était pas quelque chose que vous deviez faire, c'était quelque chose que vous devez faire. N'oublions pas Socrate, qui a marché dans les rues d'Athènes à la recherche d'une compréhension plus profonde. Il savait que la conversation, l'apprentissage et même la sagesse coulaient plus librement lorsque les pieds étaient en mouvement. Platon, son élève, a construit l'idée même de l'académie autour de la marche et de la parole. Le corps en mouvement soutenait l'esprit dans la contemplation. Ainsi, la prochaine fois votre monde intérieur semble bloqué, comme si vous étiez dans un brouillard dont vous ne pouvez pas vous sortir, ne combattez pas avec plus de réflexion, bougez lentement, intentionnellement, même maladieusement. Laissez le mouvement faire se déchaîner quelque chose. Laissez-le rappeler à votre cerveau que vous êtes vivant, que vous êtes capable, que vous avez le contrôle, même si ce n'est que pour un instant. Vous n'avez pas besoin d'une raison, vous devez juste commencer.
parce que quand vous vous sentez coincé, l'immobilité augmente souvent la situation, et quand vous bougez, même un peu, vous signalez à votre système nerveux que nous ne sommes plus coincés, nous allons quelque part. Il y a quelque chose d'étrangement réconfortant à se tenir devant le réfrigérateur quand la vie est basse. On n'a pas vraiment faim. On cherche juste peut-être le calme, peut-être le contrôle, peut-être un moment de réconfort au milieu du chaos. On est tous passés par là à manger par stress, par ennui, par habitude ou juste parce qu'il est 23 heures et que vos émotions ne veulent pas s'arrêter. Mais voici la chose à laquelle on s'arrête rarement de penser. Ce n'est pas seulement notre corps qui mange, notre cerveau l'est aussi, et notre cerveau est pointillant dans ce que nous donne à manger, c'est plus important qu'on ne le réalise. Dopamine, le produit chimique qui alimente la motivation, la concentration et la stabilité émotionnelle, se constitue directement de ce qu'il y a dans votre assiette. Ce n'est littéralement pas de la magie, c'est de la biologie. Aliments riches en protéines, graisses saines, légumes feuilles, bail et aliments riches en tyrosine? C'est la matière première dont votre cerveau a besoin pour produire de la dopamine. Vous lui donnez les bons éléments. Il vous remercie avec de l'énergie, de la clarté mentale et de la stabilité émotionnelle. Maintenant, comparez cela au suspect habituel. Chute de sucre, collation transformée, plat à emporter gras, ça vous donne un effet de période. Un pic de dopamine, sûrement. Mais c'est artificiel et ça s'estompe rapidement, ce qui vient après c'est le crash, le déclin, le brouillard, les envies, la culpabilité, et puis le cycle reprend, vous n'êtes pas brisé, vous êtes juste prise dans une boucle que votre biologie n'a pas prévue. Carl Jung a dit un jour que tant que vous ne rendrez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie, et vous l'appellerez destin. Cela s'applique à la nourriture plus que nous le pensons parce que la plupart du temps nous ne manquons pas par vrai faim, nous réagissons à des émotions que nous n'avons pas encore nommées. Anxiété, agitation, vide. La nourriture devient un pansement pour les choses que nous n'avons pas guéries. Mais une solution rapide n'est pas de la nourriture, et elle ne nourrit certainement pas votre futur moi. Les stoïques l'ont compris il y a des milliers d'années. Sénèque nous a mis en garde contre les excès, dit que tout ce qui est fait avec excès nuage le jugement et affaiblit la volonté. Il ne parlait pas seulement de l'alcool. Il parlait de tout comportement que nous utilisons pour éviter d'être pleinement présents. Oui, même prendre ce 3e biscuit quand on se sent déprimé. Pour les stoïques, la discipline n'était pas une question de restriction, c'était une question de liberté, la liberté de ne pas être contrôlé par l'impulsion. Et regarder manger avec intention ne signifie pas se transformer en robot nutritionnel. Il ne s'agit pas d'être obsédé par les macroïdes ou suivre la dernière tendance régime. Il s'agit de faire attention en vous demandant comment je veux m'y sentir après ces repas. Est-ce que je veux me sentir ancré, énergétique, clair de tête, ou est-ce que je veux me sentir ballonne, lent et de mauvaise horreur? Chaque repas est un choix. Pas seulement une question de goût, mais aussi de la façon dont nous voulons être inspirés dans notre vie. Aristote croyait que la vertu se trouve dans l'équilibre entre les extrêmes. Ni trop peu. Il en va de même ici. Vous n'avez pas besoin de tout supprimer. Vous avez juste besoin. Pour ajouter plus de ce qui aide, plus de couleurs, plus de nutriments, plus de vrais aliments complets qui soutiennent votre cerveau et votre système nerveux, parce que ce que vous mangez devient comment vous pensez, ce que vous mangez devient comment vous ressentez, et il y a quelque chose de responsabilisant à ce que vous réalisez que la nourriture n'est pas seulement du carburant, c'est de l'information. Chaque bouchée envoyait un message à votre cerveau, vous êtes en sécurité, vous êtes soutenu, vous avez ce dont vous avez besoin. Ce type de nourriture ne nourrit pas seulement votre corps, il reconstruit votre résilience émotionnelle. Socrate a dit la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, et peut-être que l'assiette non examinée en fait partie aussi, parce que quand nous ralentissons et examinons ce que nous recherchons et pourquoi, nous commençons à faire des choix différents, non par culpabilité, par respect de soi, par alignement, par désir de vivre avec plus de clarté et moins de chaos. D'une manière ou d'une autre, quelque part en cours de chemin, nous avons commencé à traiter le sommeil comme un luxe, comme si c'était facultatif. Quelque chose que vous pouvez faire après le travail est terminé, après l'agitation, après le parchemin. Nous portons des nuits tardives comme des badges d'honneur et glorifions fonctionner à vide comme si c'était un signe d'ambition. Mais soyons réalistes une seconde, vous ne pouvez pas surmonter un système nerveux à l'éclatement, vous ne pouvez pas faire semblance de l'énergie que votre corps n'a pas méritée, et aucune quantité de café ne peut remplacer ce qui se passe lorsque vous vous laissez reposer. Réfléchissez. Quelle est la première chose à disparaître quand la vie devient chaotique? Le sommeil, et pourtant c'est ce qui stabilise tout le reste, votre humeur, votre mémoire, votre motivation, tout dépend d'un repos de qualité. Sans lui, la chimie de votre cerveau s'effondrait. Surtout la dopamine, la chose qui vous donne de la volonté.
Concentration, équilibre émotionnel, manquez de sommeil profond et vous n'êtes pas seulement fatigué. Vous êtes chimiquement désactivé, le système de récompense de votre cerveau ne peut pas se réinitialiser et soudainement. Même des choses simples, préparer le petit déjeuner, répondre à un message, s'habiller sont dépassées. Aristote a dit un jour que c'est pendant nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. Mais il est difficile de se concentrer sur quoi que ce soit quand votre esprit est burgé par la fatigue, quand votre monde intérieur est dispersé. Le sommeil devient la lampe de poche, c'est le bouton de réinitialisation, le miracle en coulisses que personne ne voit mais que tout le monde ressent quand il manque. Le stoïsme nous rappelle de vivre avec intention. Marc Aurèle, qui dirigeait un empire et prenait encore le temps de réfléchir et de se reposer, a écrit « Quand vous vous levez le matin, pensez à quel précieux privilège c'est d'être en vie, mais ce privilège commence par la préparation, et la préparation ne commence pas à l'aube, elle commence la nuit précédente. Si vous voulez un esprit calme et concentré le matin, vous devez lui donner le repos dont il a besoin la nuit. Maintenant, ne compliquons pas les choses. Créer un sanctuaire pour le sommeil ne s'agit pas d'acheter des gadgets fantaisistes ou de suivre une routine parfaite. C'est une question de limite. Réduisez le bruit, baissez les lumières, posez votre téléphone, laissez votre corps passer de l'action à l'être. Faites de votre chambre un signal, pas un deuxième bureau ou un hub Netflix, mais un espace où votre système nerveux sait que nous nous reposons ici. Carl Jung a parlé de l'ombre, les parties de nous-mêmes que nous ignorons ou supprimons, et le manque de sommeil est un comportement de l'ombre, nous l'ignorons, le minimisons son impact jusqu'à ce qu'il apparaissent d'une manière que nous ne pouvons ignorer. Irritabilité, brouillard cérébral, anxiété, engourdissement. Jung a dit que les gens feront n'importe quelle chose, aussi absurde que cela, pour éviter de faire face à leur propre âme. Et parfois, choisir le sommeil signifie faire face à son âme. Cela signifie ralentir, se tourner vers l'intérieur et reconnaître que vous avez besoin de quelque chose, que vous n'êtes pas une machine, vous êtes humain. Platon croyait que le rythme et l'harmonie trouvent leur chemin dans l'âme. Ce n'est pas seulement de la poésie, c'est de la biologie. Votre rythme circadien, le cycle naturel de votre corps, est votre boussole interne. Lorsque vous l'honorez en vous couchant à une heure régulière, en baissant les lumières artificielles et en donnant la paix à vos sens, vous retournez à l'harmonie, vous commencez à vous sentir à nouveau vous-même. Alors si vous avez percé en ignorant les signes, en vous convainquant que vous vous reposez quand les choses ralentiront, c'est votre appel au réveil, ironiquement, pour aller au coucher, parce que la puissance de demain ne vient pas de l'effort seul, elle vient de l'effort reposé d'un esprit clair et d'un corps restauré. Nous passons la majorité de notre vie à courir d'une tâche à l'autre, d'un écran à l'autre, d'une pensée à l'autre, constamment stimulés, et quelque part dans ce chaos, nous oublions à quoi ressemble notre propre voix intérieure. Nous pensons échapper au stress. Mais vraiment, nous ne faisons que l'enterrer sous plus de bruit. Le monde continue de crier, et nous continuons d'écouter, mais le silence ? Le silence est l'accent grave, VIT, la vérité ET. La plupart des gens en sont terrifiés, soyons honnêtes. À QOI ressemblait la dernière fois que vous vous êtes assis seul sans consulter votre téléphone, sans planifier votre journée, sans essayer d'utiliser le temps à bon escient. Juste assis avec vous-même, dans votre corps, dans votre respiration. Pour la plupart des gens, ce genre d'immobilité semble gênant, voire mal à l'aise, mais c'est un confort ? Ce n'est pas un signe que quelque chose ne va pas, c'est un signe que quelque chose veut être entendu. Nous ne sommes pas simplement surstimulés, nous sommes surélevés. Le système nerveux n'a pas été conçu pour gérer des entrées constantes, et quand il est surchargé, la chimie de votre cerveau en prend un coup. La dopamine, le produit chimique qui vous aide à vous sentir motivé, concentré et émotionnellement ancré, commence à s'effondrer, non pas parce que vous en faites trop peu, mais parce que vous en faites trop, sans espace pour vous réinitialiser. L'immobilité vous donne cet espace. Il ne s'agit pas d'application DE méditation ou d'être un maître d'un. Il s'agit DE créer juste 5 minutes DE calme, aucun jugement, aucune performance, juste du souffle DE la présence. Carl Jung a dit que qui regarde à l'extérieur rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et c'est exactement ce que le calme vous donne, une chance de vous réveiller à ce qui se passe vraiment sous la surface. Les stoïques l'avaient compris bien avant que les neurosciences ne le confirment. Marc Aurèle, s'écrivant dans un journal qui allait plus tard devenir des méditations, s'est rappelé que nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme ou plus serein que dans sa propre âme. Il a gouverné un empire, a fait face à des guerres et à des trahisons, mais a quand même pris le temps chaque jour de se retirer à l'intérieur, et non de fuir la vie. Mais pour retourner plus fort dans le silence, vous ne faites pas que calmer le monde, vous commencez à vous entendre clairement, vous entendez les parties fatiguées de vous qui ont besoin de repos, vous entendez les pensées encombrées qui ont besoin de tri, et vous commencez à réaliser quelque chose d'important. Le calme n'est pas du vide, c'est de l'espace, et l'espace est là où la guérison commence. Aristote croyait que la contemplation était la forme d'activité la plus élevée, que penser profondément, se tourner vers l'intérieur, était essentiel à une bonne vie. Et qu'est-ce que la contemplation si ce n'est pas une forme de calme ?
Quand vous éliminez les distractions, même pour quelques minutes, votre esprit respire et dans ce souffle la dopamine commence à monter non par excitation, mais par alignement. Socrate a construit toute sa philosophie sur l'idée que l'inconnu est la racine de la sagesse. La vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue, a-t-il dit, mais l'examen exige une pause. Vous ne pouvez pas examiner votre vie. Quand vous réagissez constamment, vous ne pouvez pas réfléchir. Si vous n'arrêtez jamais de bouger, l'immobilité n'est pas une perte de temps, c'est le fondement de la clarté, et ce n'est pas seulement un avantage mental ou spirituel, c'est des études biologiques montrent que la pleine conscience et l'immobilité intentionnelle augmentent les niveaux de dopamine et de sérotonine dans le cerveau. Votre corps se détend, votre système émotionnel s'ajuste, votre prise de décision améliore. L'immobilité vous aide à devenir un meilleur penseur, un meilleur répondant, une meilleure version de vous-même. Vous n'avez pas besoin d'une retraite à la montagne, vous n'avez pas besoin d'une heure, vous avez juste besoin d'un moment, un souffle, une pause dans le bruit, 5 minutes de calme le matin, une promenade sans votre téléphone, un moment le soir où vous fermez les yeux et ne faites rien explicitement parce que ce dont votre esprit a vraiment besoin n'est pas plus d'invitation. C'est l'intégration, un moment pour donner du sens à tout ce que vous avez déjà pris. Dans le calme vous donne ce qu'il vous rend en retour. Il a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à cocher une tâche, même si c'est quelque chose de petit comme boire de l'eau ou répondre à un email. Ce petit moment d'achèvement, ça frappe différente, ça fait du bien non seulement émotionnellement, mais chimiquement. C'est la dopamine à l'œuvre, c'est la façon qu'a votre cerveau de dire oui, c'est important, continuer, et plus nous apprenons à reconnaître et à célébrer ces petits moments, plus nous sommes motivés à continuer à être présents. Voici l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, nous attendons la grande victoire pour être fiers, nous pensons que nous nous sentirons accomplis quand nous aurons écrit tout le livre, perdu tout le poids, construit toute l'entreprise, complètement guéri, mais notre cerveau n'est pas construit pour ce genre de validation à longue distance. Nous avons besoin de micro-récompenses, nous avons besoin de signaux en cours de route qui indiquent que le fait vous êtes en mouvement. Carl Jung a dit un jour que la création de quelque chose de nouveau n'est pas accomplie par l'intellect, mais par l'instinct de jeu agissant par nécessité intérieure. Cette nécessité intérieure est l'en création-expression, elle n'est pas alimentée par la perfection, elle est alimentée par le progrès, même un progrès désordonné, même dépalant, parce que le mouvement construit la croyance. Les stoïques le savaient bien. Épictète a enseigné de se dire d'abord ce que l'on veut être et de faire ensuite ce que l'on a à faire, mais il n'a pas dit d'attendre d'être cette personne pour agir. Faire et devenir, et chaque petit pas cohérent, chaque décision tranquille de se montrer, fait partie de la formation de votre identité. On ne devient pas discipliné en pensant à la discipline. Vous devez discipliner en faisant un petit choix aligné à la fois. Pensez à vos objectifs comme à un escalier, vous ne sautez pas du bas vers le haut, vous faites un pas puis un autre et chaque pas compte. La clé est de remarquer le pas, faites une pause, reconnaissez-le, célébrez-le, non pas avec des feux d'artifice, mais avec une simple pensée, j'ai fait ce que j'ai dit que je faisais. C'est ainsi que la confiance se construit, non seulement avec les autres mais avec vous-même. Aristote croyez que l'excellence n'est pas un acte mais une habitude. Ce que vous faites constamment devient ce que vous êtes, mais les habitudes ne se forment pas à grands pas, elles se forment par la répétition. De renforcer même la plus petite action jusqu'à ce qu'elle devienne partie de votre rythme, et lorsque vous suivez ces actions, lorsque vous écrivez ce que vous avez fait, réfléchissez, donnez du poids, vous câblez votre cerveau pour avoir besoin de cohérence, vous enseignez votre système nerveux à reconnaître l'effort comme valable et pas seulement des résultats. Socrate interrogeait souvent les personnes qui pensaient tout savoir mais manquaient de conscience de soi, et dans notre monde, l'une des formes de conscience de soi les plus négligées est de savoir ce que vous avez réellement fait. Il est facile d'oublier l'effort que vous avez fourni, surtout lorsque les progrès semblent lents. Mais les progrès lents sont toujours des progrès, vous êtes toujours en mouvement. ETCE mouvement compte plus que la motivation parce que le mouvement sert accent aigu la motivation. Soyons pratiques, commencez à tenir une liste des choses faites à la fin des chaque journée, pas une liste des tâches à faire, une liste des choses faites. Écrivez CE pour QOI, vous vous êtes présenté, même si c'était juste sortir du LIT, envoyer un email ou résister à une envie. Il ne s'agit pas mesurer la valeur, mais d'honorer l'élan. Parce que chaque fois que vous reconnaissez ce que vous avez fait, la dopamine circule, votre cerveau apprend que c'est bien, faisons en plus. La motivation n'est pas magique, c'est un système de récompense et vous pouvez l'activer à chaque fois que vous le souhaitez pour remarquer ce qui fonctionne, ce qui va déjà dans la bonne direction. Alors n'attendez pas d'avoir atteint le sommet pour célébrer, célébrez chaque pas, chaque respiration, chaque choix de continuer. Il y a des moments où les mots nous manquent, où nous ne pouvons pas expliquer ce que nous ressentons et les pensées s'embrouillent dans nos esprits. Mais alors une chanson joue, une chanson que nous n'avons pas entendue depuis des années, et soudaine, tout prend du sens. Les émotions montent, les larmes coulent, ou notre poitrine se soulevait avec une sorte de force. Nous ne savions pas que nous étions partis, ce n'est pas un aléatoire, c'est la musique qui fait ce que seule la musique peut faire, non seulement remplir le silence, mais traduire des sentiments, pas seulement du bruit, mais de l'électricité émotionnelle. Nous pensons souvent à la musique comme un fond de remplissage, quelque chose à jouer pendant que nous conduisons, travaillons, cuisiner ou nettoyer.
Mais la musique est bien plus que ça, c'est une ligne directe vers votre système nerveux, un pont. Entre votre esprit conscient et votre moi émotionnel, plus profond, le rythme, la mélodie, les paroles, il contourne la logique et parle directement à votre alchimie. La musique nous émouve littéralement. Et la dopamine? Elle écoute. Carl Jung a dit un jour que l'esprit créatif joue avec les objets qu'il aime. La musique, c'est qu'en écouter, elle éveille quelque chose d'enfantin en nous, quelque chose de pur et de non filtré. Elle nous donne la permission de ressentir sans explication, de traiter sans trop réfléchir, d'exprimer ce qui peut être trop lourd à dire à haute voix. Et d'un point de vue biologique, la science le soutient. Écouter de la musique avec laquelle nous nous connectons profondément active les centres de récompense du cerveau, oui, compris les mêmes voies de la dopamine qui s'allument lorsque nous atteignons un objectif. En amour ou en expérience, mais contrairement à ces moments, la musique n'attend pas que la vie s'aligne parfaitement. Vous pouvez accéder à ce boost à tout moment, à la demande. C'est le pouvoir. Les stoïques, bien qu'ils n'étudient pas la musique comme nous le faisons aujourd'hui, comprenaient le concept de s'accorder à un rythme plus élevé. Épictète parlait d'aligner nos actions avec la nature et de trouver l'harmonie dans le chaos. Et qu'est-ce que la musique si ce n'est pas un rythme sonore organisé et donner du sens? Elle nous invite à ralentir ou à accélérer pour se concentrer, ou à relâcher pour s'élever ou s'adoucir. Selon ce dont nous avons le plus besoin sur le moment, Platon est allé encore plus profond. Il croyait que la musique avait le pouvoir de façonner l'âme. La musique est une loi morale. Il a dit qu'elle donne une âme à l'univers, des ailes à l'esprit, un envol à l'imagination. Ce n'est pas seulement poétique, c'est profond, car la musique ne reflète pas seulement votre humeur. Elle peut la changer, la déplacer, l'élever. Alors pourquoi ne pas soigner votre paysage sonore comme vous soignez votre flux social ou votre garde-robe? Créez des listes de lecture qui sont au service de vos états d'esprit. Une pour l'énergie, une pour l'ancrage, un pour le deuil, un pour la joie pure. Utilisez-les comme des outils, comme des compagnons, parce que parfois, ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de conseils, c'est d'un violon, pas d'une autre solution, mais d'une chanson qui reflète votre état actuel jusqu'à ce qu'il passe. Et soyons réels, la musique ne vous demande pas d'expliquer quoi que ce soit, elle ne vous demande pas de réparer, de résoudre, de justifier. Elle vous rencontre simplement là où vous êtes, elle tient de l'espace et parfois, c'est tout. La guérison, c'est vraiment être vu et soutenu par quelque chose de plus grand que des mots. Socrate n'a peut-être pas écrit sur la dopamine ou les playlists, mais son appel à la connaissance de soi. Connais bien ça, la musique peut vous aider à faire ça, elle révèle vos déclencheurs, vos désirs, vos souvenirs, les chansons qui vous activent. Dit quelque chose sur la saison dans laquelle vous êtes écouté attentivement. Alors, si vous vous sentez coincé, plat, engonflé, ne faites pas simplement défiler, ne forcez pas la productivité, appuyez sur lecture, laissez la musique parler pour vous, laissez-la remuer vos intérieurs, laissez-la vous reconnecter à la version de vous-même qui ressent, qui s'en soucie, qui se s'ouvre, parce que parfois le médicament le plus puissant ne se trouve pas dans le fait de penser plus fort ou d'en faire plus, il se trouve dans une seule chanson. Une seule note, un rappel tranquille que tu es toujours là, toujours capable d'émotion, toujours en mouvement. Il y a un certain type de fatigue que le sommeil ne peut pas réparer, le type que tu ressens après certaines conversations, certaines interactions, où tu t'éloignes, plus dispersé, plus douteux, moins comme toi-même. C'est subtil mais puissant, et non, tu ne es pas sensible. Ce sentiment drainé, ce n'est pas seulement dans ta tête, c'est votre système nerveux qui sonne l'alarme, c'est votre corps qui reconnaît une inadaptation avant même que votre esprit puisse l'expliquer. Les gens portent de l'énergie, certains vous calment. Certains vous enflamment, d'autres vous épuisent, et si vous avez déjà quitté une conversation en vous sentant comme si votre esprit venait de prendre un coup, vous avez ressenti que la vérité de première main. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à votre esprit, à vos émotions, à votre paix. Ce genre d'accès devrait être sacré, gagné, pas distribué. Carl Jung a écrit un jour: la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. Si l'Y a une réaction, les deux sont transformés. Cette transformation peut être élevante ou corrosive. Vous avez probablement vécu les deux. Et c'est votre travail d'apprendre la différence pour vous accorder sur les conversations qui vous laissent clair et fondé et vous éloigner de celles qui vous laissent torride et confus. Le stoïsme consiste à protéger votre citadelle intérieure, votre esprit, votre jugement, votre paix. Marc Aurèle, c'est rappeler: l'âme se teint de la couleur de ses pensées, mais voici le piège, ces pensées sont souvent façonnées par la compagnie que nous rencontrons. Les gens qui vous entourent n'influencent pas seulement vos choix, il influe votre chimie littéralement. Les conversations affectent le cortisol. La connexion stimule la dopamine. La vraie compagnie augmente l'oxytocine, le produit chimique de liaison qui vous fait vous sentir en sécurité. Compris dans son ensemble. La question est donc, qui laissez-vous influencer votre météo interne? Dans un monde obsédé par les « j'aime », les abonnés et les discussions de groupe, nous avons confondu quantité et qualité.
Mais un vrai ami, une personne qui écoute vraiment, qui ne rivalise pas, ne compare pas ne draine pas, est plus puissant que 20 connexions surface. Socrate a dit, soyez lent à toucher dans l'amitié, mais quand vous êtes, continuez ferme et constant, c'est le niveau de discernement dont nous avons besoin. Soyez intentionnel, soyez protecteur, votre cercle est soit votre sanctuaire, soit votre sabotage, soyons clairs, il ne s'agit pas de couper les gens au moment accent grave, les choses deviennent difficiles, les vraies relations traversent des saisons difficiles, il s'agit de reconnaître les schémas, et si quelqu'un vous épuise constamment, vous confuse, ralentit votre croissance, ou vous fait rétrécir pour vous sentir accepté, ce n'est pas une connexion, c'est un contrat d'abandon. DESOYET, vous ne devez rien à personne. Aristote croyait que l'amitié était l'une des plus hautes formes de vertu. Pas pour le divertissement ou le statut mais pour la croissance mutuelle. Il a parlé de 3 types d'amitié, ceux de l'utilité, plaisir et le bien seulement. Le troisième, le bien, est basé sur le fait de voir et de soutenir le meilleur de soi de l'autre. C'est ce genre d'amitié pour qui vaut la peine de se battre le reste. Appréciez la leçon puis faites de la place à quelque chose de plus profond. Voici la partie autonomisante. Vous ne pouvez pas seulement choisir votre cercle, vous pouvez être le type d'énergie que vous voulez attirer. Soyez quelqu'un qui élève, sans performer, quelqu'un qui écoute sans réparer. Quelqu'un qui célèbre les autres sans en faire une compétition, parce que l'énergie n'est pas seulement quelque chose que vous absorbez. C'est quelque chose que vous rayonnez. Platon a dit que l'on est attiré par votre ambiance, vos valeurs attireront les bonnes personnes. Si vous êtes clair sur ce que vous représentez et ce que vous ne tolérerez plus, cette clarté commence par le respect de soi, et le respect de soi se transpare dans ceux avec qui vous marchez. Il y a quelque chose d'ancien presque sacré dans le fait de rester immobile sous le soleil, aucun programme, aucun but, juste être là comme si la terre et le ciel vous attendaient. Pour les remarquer dans un monde qui glorifie la productivité rapide et les notifications accidentelles, nous oublions que nos corps n'ont jamais été conçus pour vivre à l'intérieur sous la lumière artificielle toute la journée. Nous n'étions pas conçus pour les cabines et les écrans. Nous avons été façonnés par les rythmes du monde naturel et de la lumière du soleil. Ce n'est pas juste une toile de fond, c'est un déclencheur biologique, une force de guérison, une source d'énergie silencieuse à laquelle nous pensons à peine plus. La plupart d'entre nous traitons la lumière comme si c'était juste quelque chose que nous devions voir, mais la vraie lumière, celle-ci. Ce qui vient à travers les nuages, les arbres et le ciel ouvert ne vous aide pas seulement à voir, il vous aide à ressentir. La lumière du soleil du matin, en particulier, joue un rôle essentiel dans la régulation de votre rythme circadien, qui affecte tout, de votre humeur à vos hormones, en passant par votre capacité de concentration. Seulement 5 à 10 minutes de lumière naturelle en début de journée peuvent augmenter significativement vos niveaux de dopamine, le même produit chimique qui alimente votre motivation et votre équilibre émotionnel. Carl Jung a dit un jour que le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment et de participer à ce devenir. Cette version de vous-même signifie retourner au rythme que votre corps a. Accent aigu conçu pour suivre. Vous n'êtes pas seulement un esprit qui se promène dans un corps, vous êtes un système, un rythme de respiration vivant. Rien ne réinitialise ces rythmes comme la lumière du matin. Les stoïques, bien qu'ils n'avaient pas des neurosciences pour les soutenir, comprenaient profondément le pouvoir de la nature à restaurer la clarté. Marc Aurèle, empereur Rome, étudiant l'immobilité, réfléchissait souvent aux étoiles, le changement des saisons, le lever du soleil. Pour lui, la nature n'était pas seulement belle, elle était instructive. Il écrit: observez comment toutes choses naissent continuellement du changement. Et qu'est-ce que la lumière du matin, si ce n'est le début du changement? Le subtil passage de l'obscurité à la clarté, de l'immobilité au mouvement. Sortir n'est pas une question de faire une pause, mais de se souvenir de sa place dans quelque chose de plus grand. C'est respirer de l'air frais qui n'a pas été recyclé par les aérations. C'est une question de laisser votre système nerveux se reposer, non pas en s'arrêtant mais en se réalignant. Car soyons honnêtes, plus nous passons de temps derrière des vitres, sous des écrans à LED, avec des écrans qui nous brillent dans le visage, plus nous sommes désorientés. Notre biologie a faim d'un signal que le jour a commencé, et ce signal est la lumière du soleil. Platon croyait que la lumière était une métaphore de la vérité. Dans son allégorie de la grotte, le moment du réveil, le moment de l'illumination se produit lorsque le prisonnier sort de la grotte et dans la lumière du soleil. Ce n'était pas seulement une histoire de connaissance, c'était une histoire de présence, de conscience, et aujourd'hui la grotte pourrait être nos écrans, nos listes de tâches, nos chambres d'écho de bruit numérique. Entrer dans la lumière maintenant est aussi révolutionnaire qu'à l'époque, même 5 minutes peuvent faire la différence. Marchez pieds nus dans l'herbe, ouvrez vos rideaux, assis près d'une fenêtre et laissez entrer la lumière, pas pour le gramme, pas pour l'esthétique, juste pour vous, parce que lorsque vos yeux rencontrent la vraie lumière, non filtrée, non aplatie, votre cerveau commence à se réveiller de manière plus honnête, votre corps s'adoucit, vos pensées lentement, et quelque chose de primal à l'intérieur de vous chuchote: c'est ce dont j'avais besoin. Socrate a enseigné que le secret du changement est de concentrer
Toute son énergie non pas sur la lutte contre l'ancien mais sur la construction du nouveau. La lumière du matin est un moyen de construire une nouvelle base émotionnelle qui ne repose pas sur la caféine ou une stimulation constante, mais au lieu de grandir de l'intérieur. C'est l'un des outils les plus simples que vous avoir et il est gratuit. Il a toujours été quelque part sur le chemin vers l'âge adulte. Beaucoup d'entre nous avons fait un échange tacite. Nous avons échangé notre passion pour la productivité, nos loisirs pour le débrouillage, notre joie pour le simple fait avancer les choses, et le pire. Nous n'avons même pas remarqué que cela se produisait, que la guitare a poussiéré, que le bloc-notes a été rangé dans un tiroir, que les livres que nous dévorions auparavant restent non lus, remplacés par d'infinies listes de tâches et notifications. C'est comme si nous n'étions pas convaincus que si quelque chose ne gagne pas d'argent, ne résout pas un problème ou n'obtient pas de j'aime, ça ne compte pas. Mais soyons réalistes, les choses que nous aimions avant, elles n'étaient pas aléatoires, elles étaient des fenêtres sur qui nous sommes, et les laisser-prise ne nous a pas rendus plus efficaces, elle nous a fait sentir plus vides. Parce que la joie n'est pas un supplément, elle est essentielle. Cette partie de vous qui s'est perdue un jour dans la peinture, la musique, la construction de quelque chose avec vos mains ou la lire juste pour le plaisir, ce n'était pas une phase, c'était un alignement. Carl Jung a dit que la création de quelque chose de nouveau n'est pas accomplie par l'intellect, mais par l'instinct de jeu agissant par nécessité intérieure. Cet instinct jeu expression création, ce n'est pas enfantinage, c'est de la guérison, c'est un médecin, et quand vous puisez vous entrez dans ce que les psychologues appellent un état de flux, cette zone magique, où le temps disparaît, le monde extérieur s'estompe et vous devez pleinement absorber par ce que vous faites. Vous ne vous inquiétez pas de comparer ou de rechercher l'approbation, vous êtes présent, pleinement vivant et devinez quoi? Les états de flux déclenchent une libération naturelle de dopamine, la molécule de motivation du cerveau. Alors, pendant que nous sommes ici, à la recherche de ce sens grâce à la caféine, au défilement sans fin et à l'établissement d'objectifs, il existe un moyen beaucoup plus simple. Faites ce que vous aimez, non pas parce que c'est productif, mais parce que c'est vous. Les stoïques croient profondément à l'alignement avec notre nature. Marc Aurèle a écrit « Faites ce pour quoi vous êtes fait ». Il ne parlait pas seulement de devoir, il parlait de but. Votre but n'est pas seulement dans le titre de votre poste ou dans vos responsabilités. Il vit dans ce qui fait que votre âme se sent en paix. Et parfois, cette paix n'apparaît pas dans le silence ou l'immobilité, mais dans la couleur, le rythme, le mouvement, les mots ou la mélodie. Platon croyait que les arts, la musique, la poésie et la création étaient des chemins vers l'âme, qu'ils nous permettaient d'entrevoir la vérité, d'exprimer ce que la raison seule ne pouvait pas. Et quand vous regardez votre propre vie, vous verrez que c'est vrai. Les moments où vous vous sentiez le plus vous-même n'étaient probablement pas dans une réunion ou sur un tapis roulant à la course de chiffres. Il était dans les heures tranquilles et remplies de flux, où vos mains étaient occupées et votre esprit était libre. Socrate nous a demandé d'examiner nos vies, et voici une vraie question qui vaut la peine d'être posée. Quand ai-je fait quelque chose pour la dernière fois simplement parce que ça m'a illuminé? Pas pour les louanges, pas pour le profit. Juste pour l'étincelle, le jeu, l'expression. Nous passons tellement de temps à essayer de nous réparer, à grandir, à optimiser, mais et si l'une des réponses les plus simples était simplement de retourner à la joie? Et non, tu n'as pas besoin d'être bon, tu n'as pas besoin de le partager, tu n'as pas besoin de le justifier, tu as juste besoin de le faire. Prévois 20 minutes, prendre le pinceau, dépoussiérer la guitare, ouvrir le livre, grigourer sur une serviette, construire quelque chose à partir de rien, laisser la joie prendre place à table, non pas comme une récompense, mais comme une partie du repas. Aristote croyait que le bonheur n'était pas une destination. Il a été trouvé dans une activité alignée avec la vertu et le but. La création joyeuse est l'une de ces activités, elle vous centre, elle vous enseigne, elle reflète votre propre monde intérieur. Il y a une certaine forme de pression qui s'installe silencieusement, ça commence par j'ai cela et se transforme lentement en je ne peux pas m'écraser. Nous le portons sur nos épaules, notre souffle, notre sommeil, être toujours celui qui tient tout ensemble, le fiable, le fort. Mais soyons honnêtes, à quelle fréquence fort signifie-t-il simplement silencieux, épuisé? Parce qu'il y a une fine ligne entre la résilience et le fait de fonctionner à vide. Et beaucoup d'entre nous le franchissent sans même s'en aperçu. Nous vivons dans une culture qui fait l'éloge du courage et fait de l'endurance une identité. Mais être constamment actif n'est pas un super pouvoir. C'est une lent épuisement de votre système nerveux et du stress. S'il n'a pas de sortie, il s'installe dans votre corps comme un poids qui ne se suit pas de plus en plus lourd. Au début, c'est gérable. Puis il commence à perturber votre sommeil, votre concentration, votre humeur. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie qui fait ce pour quelle elle est conçue. Signale que quelque chose doit changer. Carl Jung a écrit un jour: ce à quoi vous résistez ne persiste pas seulement, mais va grandir en tailleté. Quand il s'agit des stress, résister ne vous rend pas plus fort. CCDA rend simplement l'explosion plus forte. Quand vous frappez enfin le mur, l'énergie émotionnelle ne disparaît pas quand vous l'ignorez. Elle se cache.
Elle s'accumule T fini PR trouver une VOIDE sortie. Souffle PR l'épuisement. L'anxiété ou même des symptômes physiques que vous ne pouvez pas expliquer. Les stoïques étaient souvent compris comme étant sans émotion. Mais ce n'est pas la vérité. Ils ne parlaient pas de suppression, ils parlent de transformation. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, a tenu un journal non pas pour le géo, mais pour réfléchir et se libérer. Il connaissait le poids de tout retenir en soi et la sagesse de faire de la place à l'émotion honnête. Il se rappela que si vous êtes détresse par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose en même, mais à votre estime de celle-ci. Les stoïques se donnaient l'espace pour ressentir afin de pouvoir diriger avec clarté non avec chaos. La libération n'a pas besoin d'être dramatique. Vous n'avez pas besoin d'attendre une panne pour mériter une pause. Parfois, c'est aussi simple que de sortir et de marcher sans destination. Étirez votre corps jusqu'à ce que la tension dise enfin. Écrire. Ce qui tourne dans votre tête pour ne plus prendre de place dans votre poitrine ou parler à quelqu'un non pour un conseil mais juste pour être entendu. Platon croyait que l'âme souffrait quand elle n'était pas en harmonie avec sa nature et votre système nerveux n'a jamais été construit pour supporter une pression incomparable sans pause. Le repos n'est pas une indulgence, lâcher prise n'est pas un échec, ce sont des actes de respect de soi, des ancres qui vous empêchent de vous éloigner trop de vous-même. Et voici ce qui est sauvage, quand vous vous laissez lâcher, votre corps ne se calme pas simplement. Il réétaille la dopamine. Le produit chimique même qui soutient la motivation et la joie commence à augmenter à nouveau, votre concentration aiguë, votre respiration s'approfondit, vous ne vous sentez pas seulement mieux, vous devez mieux équiper pour gérer la vie. Socrate a enseigné que la sagesse commence dans l'émerveillement, peut-être commence-t-elle aussi dans la permission, l'idée simple et radicale, que vous avez le droit de vous sentir, le droit de vous reposer, le droit de dire que c'est trop. Sans que cela signifie que vous avez échoué. Alors la prochaine fois que vous vous sentez serrer la mâchoire, votre poitrine, votre esprit, n'appuyez pas plus fort, ne l'enterrez pas, demandez-vous, où puis-je laisser sortir cela? Alors marchez, pleurez, écrivez, bougez, priez, assis en silence, quelle que soit votre libération, utilisez-la, parce que la libération n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse en mouvement, et la guérison ne se produit pas toujours par de grands gestes dramatiques, parfois ça commence par un souffle, un pas, une pause, qui dit que j'ai le droit de lâcher prise, le monde continuera de tourner. Le bruit ne s'arrêtera pas, mais vous pouvez choisir comment vous montrez un souffle, un pas, une décision à la fois, et dans ces choix, tranquille, vous construisez une force qui ne crie pas, elle dure. Si tu es resté jusqu'ici, merci du fond du cœur. N'oublie pas de liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche, c'est ce qui me motive à continuer à partager ce genre de contenu avec toi. À très vite pour une nouvelle dose d'inspiration.